comment appliquer les recommandations? Donc, les liens d'intérêt. Alors, on va parler ce matin que de traitement pharmacologique. On n'aura pas le temps de détailler le reste. Et on va se concentrer vraiment sur la fraction d'éjection réduite. Donc, comment appliquer les recommandations? En gros, c'est la quadrithérapie pour tous rapidement. Donc, comment on fait? D'abord, il faut connaître, mais surtout comprendre pourquoi on en arrive à ces recommandations. Ensuite, il faut être convaincu que c'est absolument indispensable pour les patients. Et vous ne serez convaincant auprès des patients que si vous êtes vous-même convaincu. Il faut avoir après un petit peu de bouteille et savoir manier les traitements. Toutes les molécules d'une même classe ne sont pas identiques entre elles en termes d'effets secondaires. Et puis, de toute façon, vous n'arriverez à établir un contrat gagnant avec un patient que si vous avez négocié ce contrat et si vous impliquez le patient, si vous lui expliquez l'importance du traitement, pourquoi vous allez monter les doses jusqu'à avoir des effets secondaires et finalement anticiper les effets secondaires. C'est le meilleur moyen d'avoir un patient observant. Et puis, voilà, il faut se donner des objectifs précis quand on veut traiter un patient. Et si vous n'y arrivez pas, il faut savoir passer la main, puisqu'encore une fois, le traitement dans cette maladie, c'est la chimiothérapie en oncologie, c'est un traitement vital. Donc, je ne reviens pas sur le détail des recommandations. On parle donc de la quadrithérapie dans la FE réduite, le réentraînement à l'effort, l'éducation thérapeutique et le suivi multidisciplinaire pour tous. Et donc, on a eu ce message des recommandations qui a été très disruptif, on va dire même révolutionnaire, où on arrête la stratégie séquentielle qu'on avait jusqu'à présent et qu'on aurait pu d'ailleurs continuer encore pendant des années, qui ne menait qu'à de l'inertie thérapeutique. On sait que quand on accumulait la bithérapie, puis la trithérapie, puis on switchait l'IEC pour un ARNI, puis après on aurait très bien pu imaginer rajouter ensuite une glyphosine. On sait que malheureusement ça ne conduit qu'à faire perdre du temps aux patients. Et donc le caractère vraiment révolutionnaire des recommandations 2021, c'est d'arrêter de perdre du temps, de traiter tous les patients rapidement. On est sur de la classe 1, donc c'est pas vous pouvez, c'est vous devez mettre une quadrithérapie pour tous les patients FE réduite moins de 40%, à partir du moment où ils sont en classe 2, et on vous dit, et on vous oblige à le faire rapidement. Donc effectivement, ça pose la question, comment on fait pour y arriver? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut, pour pouvoir convaincre un patient qu'il faut supporter sa chimiothérapie, il faut être soi-même convaincu. Et le papier que vous avez déjà probablement tous vu passer, c'est cette grande analyse, alors c'est de la modélisation, qui a été publiée il y a 2 ans. On compare le groupe contrôle d'Emphasis, donc Emphasis c'était l'éplérénone dans la FE réduite, donc le groupe contrôle c'était bithérapie, bêta-bloc, IEC, par rapport au groupe traité de Emphasis, Paradigme, DAPA-HF. Donc on compare la bithérapie versus la quadrithérapie avec un ARNI et une glyphosine. Et on regarde ce que ça fait. Donc c'est de la modélisation, ce n'est pas une étude prospective, mais on reprend les données des études et on regarde sur le taux d'événement ce que ça fait. Quand vous mettez une quadrithérapie par rapport à une bithérapie, vous réduisez la mortalité cardiovasculaire de 50%. Quand vous mettez une quadrithérapie par rapport à une bithérapie, vous réduisez le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 68%. Et si on s'intéresse aux tranches d'âge, ça veut dire que si vous traitez un patient de 55 ans par une quadri plutôt que par une bithérapie, vous lui faites gagner 8 ans de survie. Si vous traitez un patient de 55 ans par une quadri plutôt qu'une bithérapie, vous lui faites gagner 6 ans de survie sans aucun événement. Et si vous traitez un octogénaire, vous lui faites gagner 1 an et demi de survie. Donc je pense que ça, c'est un message qui est très parlant et c'est une diapo qu'on utilise tous d'ailleurs pour relayer le message vraiment indispensable de la quadrithérapie chez nos patients. La deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est que tous les traitements, ils sont validés essentiellement chez des patients stables ambulatoires. Il ne faut pas attendre que vos malades se crachent pour décider d'escalader les traitements. Dans toutes les études d'insuffisance cardiaque à FE réduite, les patients étaient majoritairement des patients ambulatoires en classe 2 sans antécédent d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. À gauche, vous avez DAPA-HF, à droite, Paradigme. On voit que DAPA, c'est 67% de classe 2. Paradigme, on avait 75% des patients qui étaient en classe 2. Et l'efficacité est la même, que vous soyez peu symptomatique ou plus symptomatique, avec une hospitalisation récente ou pas. Donc, il faut une quadrithérapie pour tous. Et après, comment on fait? Donc, il y a le cas du patient prévalent qui est déjà connu, qui est déjà dans un circuit, qui traîne sous bithérapie alors qu'on a déjà perdu du temps. Là, il est urgent de le mettre sous quadrithérapie. Et puis, il y a la problématique du patient de novo. Le
patient qui arrive, vous découvrez une cardiopathie et vous devez le mettre sous quadrithérapie rapidement, c'est-à-dire théoriquement, c'est dans les 4 semaines qui suivent la découverte de la maladie que vous devez avoir mis votre quadrithérapie. Donc se pose la question de la séquence. Alors là encore, c'est de la modélisation faite à partir des études, mais les auteurs, qui sont tous les PI des études Princeps, ont essayé de regarder quelle était la meilleure séquence d'introduction des traitements pour avoir le plus de réduction d'hospitalisation, le plus de réduction de mortalité cardiovasculaire. Donc ils ont comparé différentes séquences. Vous mettez d'abord un IEC, que vous titrez à vitesse modérée, on va dire. Vous rajoutez ensuite en jaune un bêta-bloquant. Vous rajoutez ensuite un anti-aldo, un ARM. Puis vous switchez l'IEC pour un ARNI. Et enfin, vous rajoutez une glyphosine. La séquence historique qui, malheureusement, prend du temps et qui est la moins efficace en termes de réduction de morbimortalité. Deuxième séquence, vous accélérez la titration des IEC et des bêta-bloquants et vous gardez l'utilisation des traitements dans le même ordre. Troisième séquence, vous commencez d'emblée par un ARNI plutôt qu'un IEC, vous rajoutez le bêta-bloquant, puis l'ARM, puis la glyphosine. Quatrième possibilité, glyphosine d'abord, ARM ensuite, parce qu'on a montré que quand on mettait une glyphosine, on favorisait l'utilisation des ARM avec notamment moins d'incidence d'hypercalémie, puis l'ARNI, puis le bêta-bloquant. Et on vous montre que finalement, c'est cette séquence-là qui serait peut-être la plus intéressante. En pratique, et les recommandations ne vous disent pas comment il faut faire, elles vous disent quel est l'objectif, elles considèrent que vous êtes suffisamment intelligent, que vous avez suffisamment de savoir-faire pour vous débrouiller et vous adapter au profil du patient. L'idée, c'est, vous savez que vous avez un objectif de mettre votre patient sous quadrithérapie rapidement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le patient ambulatoire et puis il y a le patient hospitalisé. Et le patient hospitalisé, on sait qu'il est à plus haut risque qu'un patient ambulatoire. Et donc, on a bien rappelé dans les recommandations l'année dernière que le patient, qu'il soit de novo ou prévalent déjà connu, déjà traité, doit quitter l'hôpital avec sa quadrithérapie. Vous avez ici le parcours d'un patient hospitalisé. Toute la phase rouge, là, c'est les traitements diurétiques intraveineux pour traiter la congestion. Ensuite vient la phase qui est la plus importante de l'hospitalisation. Donc le patient, il ne sort pas quand on a arrêté la seringue de fluoro. Le patient, il sort une fois qu'il y a eu une phase de relais par voie orale des thérapeutiques qui lui sauvent la vie, avec, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la sortie. Et il ne faut pas hésiter à garder un patient 2 jours de plus si ça permet de rajouter une classe thérapeutique. Et ensuite, les recommandations sont très exigeantes parce qu'elles vous disent que vous devez revoir le patient 1 à 2 semaines après sa sortie pour vérifier qu'il ne se soit pas mis en congestion et poursuivre la titration de traitement. Pourquoi on est aussi exigeant sur la partie hospice? Parce que vous savez tous qu'un patient hospitalisé, FE réduite ou FE préservée, c'est la même chose, dès qu'il sort de l'hôpital, va avoir une phase de surrisque très important. Ça, c'est l'étude SHIFT sur la FE réduite, mais toutes les études montrent la même chose. Quand un patient sort d'une hospitalisation pour décompensation, il a un risque de mortalité dans les jours et les semaines qui suivent qui est multiplié d'un facteur 20 à 30. C'est représenté sur ces courbes. Ça, c'est la survie d'un patient ambulatoire vu en consultation, avec un risque de mortalité qui est à peu près de 5% par an, nivelé sur l'âge, la classe NYHA, etc. Quand vous prenez le patient qui a été hospitalisé, vous voyez que d'emblée, il y a vraiment un risque de mortalité qui est beaucoup plus important, très précocement, dans les jours qui suivent l'hospitalisation, dans le premier mois. C'est ce qu'on appelle la phase vulnérable. Et s'il survit à cette phase-là, de toute façon, il rejoint un risque résiduel, mais vous voyez que la pente n'est pas la même. Le risque de mortalité devient plus important. Donc pour tout patient à soins cardiaques, le fait d'avoir été hospitalisé, on ne parle pas forcément de la première hospitalisation de découverte de la maladie, mais un patient insuffisant cardiaque qui est hospitalisé est de toute façon un patient qui boxe dans la catégorie la plus à risque de mortalité, et celui-ci, il faut être extrêmement agressif sur le traitement. Donc on a des études qui se sont intéressées à ces patients hospitalisés pour savoir est-ce qu'on peut introduire tôt des médicaments efficaces. Et donc on a eu des études sur le sacubitril/valsartan, on a eu des études sur les glyphosines chez les patients hospitalisés qui démontrent toute la même chose, que non seulement on peut introduire le traitement dès l'hospitalisation, dès qu'on a relayé le patient sous diurétique par voie orale, mais non seulement on peut, mais il faut le faire. Alors, Pionnier, c'était une étude, le critère primaire, c'était une baisse de NT-proBNP. Les patients étaient randomisés ARNI versus IEC. Mais ce qui est très intéressant, surtout, c'est de regarder les événements durs. Et on voit qu'on a une réduction précoce du risque d'hospitalisation dans cette phase vulnérable du premier mois après la sortie.
On a aussi des études sur les glyphosines, on a Impulse avec l'empagliflozine, où on montre que quand on traite durant l'hospitalisation, avant la sortie, ou juste immédiatement après, un patient sous glyphosine après une décompensation cardiaque, on agit précocement sur le risque de réhospitalisation et le risque de morbidité après l'hospitalisation. Donc maintenant le message il est très clair, un patient qui a été hospitalisé, il ne sort pas de l'hôpital sans sa quadrithérapie. Encore une fois, c'est un patient à très haut risque. Donc une fois que vous êtes convaincu, il faut arriver à convaincre votre patient. Si vous n'êtes pas convaincu vous-même, vous aurez du mal de toute façon à convaincre le patient. Et puis il faut anticiper. En gros, vous savez que le pronostic de la maladie, c'est à peu près 10% de mortalité par an, 50% de mortalité à 5 ans. Ces chiffres, ils n'ont malheureusement pas beaucoup baissé. Donc on est au niveau de pronostic d'un cancer du côlon métastatique. Donc vous proposez une chimiothérapie à votre patient. La chimiothérapie, elle a des effets secondaires. Les oncologues, ils préviennent les patients qu'ils vont mettre une chimiothérapie et que la chimiothérapie va avoir des effets secondaires. Le cardiologue, ou l'oncocardiologue, c'est-à-dire le cardiologue qui s'occupe d'insuffisance cardiaque, il doit faire la même chose. Ce serait assez logique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours inerte et qu'on a toujours ce retard? Et c'est la raison pour laquelle les recommandations ont vraiment franchi un pas, parce qu'on a tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons pour ne pas optimiser le traitement, pour ne pas titrer le traitement. Ça peut être la crainte d'effets secondaires, ça peut être le fait que le patient ne soit pas impliqué, ne soit pas partenaire dans la titration, qu'on ait mal coordonné le suivi ou le parcours de soins. Et donc, c'est tous ces verrous qu'il faut faire sauter. Et notamment, le premier, c'est la crainte du prescripteur. Je parle bien de la crainte du prescripteur. Parce que la principale raison pour laquelle les traitements ne sont pas optimisés, ce n'est pas qu'on a essayé et que ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas essayé. Et donc, la première chose à faire, c'est vous essayez, vous mettez le traitement. Et s'il y a des effets secondaires dont vous avez prévenu le patient par avance, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous êtes en droit de diminuer et d'essayer de trouver une autre parade. Et quand vous n'arrivez pas, eh bien vous essayez de comprendre pourquoi et vous réessayez plus tard. C'est le seul moyen d'avoir une chimiothérapie à bonne dose. Je suis désolé pour le réveil oncologique, mais je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on parle clairement des traitements qu'on a à disposition dans cette maladie. Donc oui, les traitements de l'insuffisance cardiaque, ça fait baisser la tension. Ça fait baisser la tension pour les patients qui ont la tension la plus élevée. Quand vous avez un patient qui a 9 de tension ou 10 de tension quand vous le mettez sous traitement, la baisse tensionnelle, elle est réduite. Et toutes les études prouvent la même chose. Ça, à gauche, vous avez Paradigme, à droite, EMPRO-Reduced. Oui, quand les patients ont une tension à plus de 12, il y a une baisse tensionnelle sous traitement, avec une différence selon les classes pharmacologiques. Les traitements qui font baisser le moins la tension, c'est les ARM et les glyphosines. Ceux qui font plus baisser la tension, ça va être les ARNI, puis après les IEC, les bêta-bloquants. Mais quand vous regardez les sous-groupes à l'inclusion dans les études des patients qui ont la tension la plus basse, elles ne baissent quasiment pas. Voilà. Dans Paradigme, avec le traitement le plus hypotenseur dont on dispose, à moins de 11 de tension, la tension ne baisse pas. D'après l'étude, elle aurait même tendance à monter sous traitement. Si on prend ProReduced, c'est pareil. Les patients qui ont moins de 11 de tension, quand vous les mettez, quand vous les randomisez en pas versus placebo, vous voyez que la tension monte sous traitement. Donc, est-ce que parce que mon patient a 10 de tension ou 9 de tension, je dois m'interdire de mettre le traitement? Absolument pas. On le fait. S'il y a des problèmes d'effets secondaires, s'il y a des hypotensions, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie la volémie, et ensuite, on ajuste le diurétique à la baisse, le traitement qui est le moins efficace, et ensuite, on retente. Le problème de la kaliémie, qui est un frein habituel. La kaliémie, d'abord, on sait qu'en utilisant par exemple une glyphosine, on a moins d'hyperkaliémie quand on met les patients sous ARM. Quand on met du sacubitril/valsartan, on a moins d'hyperkaliémie que sous IEC. Tout ça, ça a été validé dans les études Princeps. Donc là encore, on apprend à utiliser les traitements, on connaît un petit peu les effets des traitements, et on n'a pas peur préventivement. Et les protocoles de gestion de la kaliémie sous traitement, ils sont très clairs, ils sont écrits depuis plus de 10 ans. Donc il suffit d'appliquer les recommandations. Bon, mon patient il a un rein fragile, est-ce que parce qu'il a un rein fragile, il va moins bien répondre au traitement? Non. Le bénéfice est le même que la fonction rénale soit altérée ou pas altérée. C'est plus compliqué, ok, mais c'est les patients qui ont une insuffisance rénale autonome sont des patients qui sont à plus haut risque que les autres, mais quand vous mettez un patient insuffisant rénal sous traitement, le bénéfice est le même.
Et les recommandations 2021 vous disent que vous pouvez tolérer jusqu'à 50% d'augmentation de la créate. 50% d'augmentation de la créate quand vous mettez un bloqueur du SRA, par exemple. On s'attend mécaniquement, par des mécanismes de vasodilatation efférente ou pour les glyphosines de vasoconstriction afférente, à avoir une baisse du DFG quand on met les patients sous traitement. C'est normal, c'est mécanique, c'est attendu. Ce serait même un marqueur de prise de traitement, un marqueur d'observance thérapeutique. Et ça n'impacte pas du tout le pronostic des patients. Par exemple, dans l'étude SOLVE sur les IEC, vous comparez les patients qui ont une dégradation de l'insuffisance rénale quand vous les mettez sous traitement ou sous placebo. Vous voyez ici en pointillé en gris les patients qui dégradent leur fonction rénale alors qu'ils sont sous placebo. Donc ce sont des insuffisants cardiaques qui vont très mal. Donc le pronostic n'est pas bon. Vous prenez ensuite ici en gris, en très plein, les patients que vous mettez sous IEC, qui dégradent leur fonction rénale sous IEC. Ils ont le même pronostic que ceux qui ne dégradent pas leur fonction rénale. Donc dégrader sa créate quand vous mettez un patient sous bloqueur du SRA ou sous glyphosine, ça n'impacte pas du tout son pronostic. Et c'est attendu. On disait avant jusqu'à 30% de tolérance, et ROCO 2021 nous disent maintenant jusqu'à 50% d'augmentation de la créate. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut mettre la même recette pour tout le monde? Est-ce qu'on doit avoir l'habitude d'utiliser toujours les mêmes molécules et ne rester que comme ça? Ce ne serait pas très adapté, puisqu'on sait que chaque molécule va avoir des effets secondaires propres. Et on peut savoir, par exemple, que certains bêta-bloquants vont avoir un effet plus vasodilatateur que d'autres, vont être plus cardiosélectifs. Donc on va mettre des plus cardiosélectifs chez un patient BPCO asthmatique. Et on peut faire EFR avant, EFR après. Chez un artériopathe, pareil, on va mettre plutôt des vasodilatateurs. Le patient qui est fatigué sous bisoprolol, on n'aura pas le même effet secondaire avec, par exemple, du nibivolol. Le patient qui est plutôt très tachycarde, on va lui mettre plutôt un bêta-bloc qui va être radicardisant, du type bisoprolol. Les ARM, ils n'ont pas exactement la même efficacité chez le patient obèse ou chez le patient diabétique. Donc on peut apprendre des petites subtilités. Et puis quand vous mettez un patient sous glyphosine, ce n'est pas le diabétologue qui met la glyphosine, c'est le cardiologue, c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque. Mais si votre patient est diabétique, alors vous regardez s'il est diabétique juste pour savoir si vous devez baisser les autres traitements associés. Et ce n'est pas le diabéto qui va le faire. Ce n'est pas dans 3 mois ou dans 6 mois que quand le patient reverra son diabétologue qu'on va penser à mettre la glyphosine. C'est vous le mettez, vous connaissez les traitements qui sont hypoglycémiants, en gros l'insuline et les sulfamides, et vous anticipez une baisse, de manière souvent assez pifométrique, on va dire. La metformine, les analogues du GLP-1, les inhibiteurs des PP4 ne sont pas hypoglycémiants, donc vous ne touchez pas. Et ça, c'est le boulot du cardiologue. Et puis, quand vous n'arrivez pas à titrer un patient, c'est là qu'il faut savoir passer la main en fonction des possibilités locales. Si vous n'y arrivez pas, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que vous êtes débordé et que vous n'avez pas le temps. Et là, il y a des gens dont c'est devenu le métier maintenant de faire ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à leur passer la main. Vous avez maintenant, dans toutes les régions, des unités spécialisées dans l'insuffisance cardiaque. Vous avez des infirmières de pratique avancée ou des infirmières qui travaillent sous protocole de coopération dans les hôpitaux. Vous avez les centres de réadaptation, dont c'est une bonne partie du boulot de titrer les patients. Vous pouvez le faire à distance avec de la télésurveillance. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire quand vous êtes complètement submergé de patients et que vous n'avez pas le temps dans des cabinets de le faire. Vous pouvez déléguer cette tâche à d'autres. L'important, c'est que ce soit fait et que ce soit fait rapidement. Et puis, l'autre message important, c'est que si vous n'y arrivez pas, alors que vous avez essayé, c'est un marqueur d'évolution vers une insuffisance cardiaque avancée. Et l'insuffisance cardiaque avancée, un des critères diagnostiques, c'est l'incapacité à titrer un traitement ou la nécessité de désescalader le traitement. Et là, il faut faire appel très vite au centre tertiaire régional pour savoir, titrer mieux les traitements et éventuellement réfléchir à un plan de secours qui pourrait être, si besoin, la transplantation ou l'assistance. Les critères d'adressage au centre tertiaire, ils ont été rappelés dans les ROCO par l'acronyme I Need Help. Donc le patient qui a eu des inotropes dans son histoire, la classe NYHA3, le patient qui commence à avoir un retentissement sur le rein, sur le foie, le patient qui prend des chocs appropriés par son défibrillateur, celui qui a été hospitalisé. À partir d'une hospitalisation dans les 12 derniers mois, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone pour appeler le correspondant local en disant « il y a un problème, il était traité, il a été hospitalisé ». Il reste 30 secondes. Le patient qui a une tension basse ou celui que vous n'arrivez pas à titrer, encore une fois, il faut le référer au centre local. Et donc les recommandations, pardon pour la faute d'orthographe que je découvre, les recommandations, il y a 2 messages importants. Le premier, on arrête la stratégie séquentielle
qui ne conduisait qu'à de l'inertie, à de la perte de temps et donc à de la perte de chance pour nos patients. Et puis un message quand même optimiste, c'est que maintenant, bon, on combine tout et on considère qu'on est tous suffisamment intelligents pour savoir le faire. Donc on ne nous prend pas par la main en nous disant vous faites ça d'abord, ça après, ça après, ça après, vous faites comme ci, comme ça, comme ça. On vous laisse faire avec un objectif qui est la quadrithérapie en quelques semaines, rapidement chez les patients. Et j'en profite juste pour vous signaler que le congrès national d'insuffisance cardiaque aura lieu ici même à Bordeaux dans un an, l'année prochaine, et on sera ravis de vous accueillir. Je vous remercie.